Bien, bonjour à tous et à tous. Donc, on va essayer effectivement de dégrossir un petit peu ensemble euh, ce qu'on a appelé, nous, les repères pour l'accompagnement vers le projet de gestion. Alors, ces repères, il y a, il- je les ai intitulés, mais très très rapidement, on a simplifié. C'était entre identité et singularité. Euh, Pourquoi? Parce que il faut bien comprendre, je crois, les enjeux qu'il y a derrière le projet de gestion. Euh, on le sait, le grand oral, et vous le savez mieux que nous, d'une certaine manière, est venu quelque part un petit peu, non pas perturber, mais en tout cas changer un peu la donne et la configuration de notre traditionnelle épreuve de soutenance de projet de gestion. Et en particulier lorsque l'on a vu cette forme de grand oral qui le restreignait, on va dire, à deux questions qui étaient support du grand oral. Et pour le coup, les vraies questions qu'on s'est posées par rapport à tout ça, c'est quel est l'ancrage de ce grand oral et donc de ces questions support dans l'ensemble des enseignements de terminale. Et là, donc, c'est une vraie question, alors qui non seulement concerne la voie technologique, mais qui concerne également eh bien, la voie générale, parce que c'est la même question que se posent également les collègues d'enseignement général sur la voie générale, de se dire si l'ensemble des enseignements du cycle terminal se réduisent finalement à deux questions pour un grand oral, eh bien, il y a fort à parier que la motivation à la fois des élèves et autres va sans doute être un peu fluctuante. Euh, nous, ce qu'on s'est dit effectivement sur la voie technologique, mais on y reviendra un petit peu, on, on s'est dit que là, on avait, nous, un objet qui existait, qui est caractéristique, identitaire de la voie technologique, donc on appelle le projet, et donc on pouvait quand même s'appuyer effectivement sur ce projet. Et dans le cahier des charges, au départ, on appelait ça un cahier des charges, mais maintenant ce sont des repères. On pouvait affirmer un certain nombre de choses qui pouvaient implicitement montrer que le projet était parfaitement connecté avec l'épreuve du grand oral, donc était un élément qui était intangible, qu'il ne s'agit pas de supprimer ou de modifier en profondeur par rapport à ce qu'on connaissait déjà dans nos classes. Et puis, donc, identitaire de la voie technologique, ça veut dire que l'ensemble des collègues des autres spécialités technologiques posent la même question de l'ancrage du projet, en particulier avec cette épreuve de mentorat, mais également, il s'agissait à l'intérieur de ces spécialités de la voie technologique, peut-être d'affirmer une singularité à travers ce qu'on a appelé, nous, le projet de gestion. Et lorsqu'on a rajouté le projet de gestion derrière, l'ambition, elle est bien là, elle est de montrer que entre les spécialités de la voie technologique, tous les projets ne sont pas de même nature, ne sont sans doute pas orientés de même nature et n'ont pas les mêmes contenus. Alors, donc on a quelques points sur ces repères, me semble-t-il. Première chose, c'est ce que je viens de dire, donc ces repères ont pour but de rappeler l'ancrage dans la voie technologique, et vous verrez que dans les repères qui sont donnés, on a fait référence en annexe à un extrait d'un rapport qui a été fait par notre collègue Henriet, entre autres, sur le suivi et l'évaluation de la voie technologique. Et dedans, ils ont identifié un certain nombre de caractéristiques plus ou moins communes, plus ou moins transversales, donc entre les projets de la voie technologique. Et on a repris un certain nombre d'éléments, pas tous, parce que certains aspects ne correspondent pas strictement au projet de gestion. Mais en tout cas, on s'est bien inspiré de ça. Donc, on fait partie quand même d'une famille de projets de la voie technologique. L'autre point, c'est l'ancrage dans l'identité de STMG. Je vous ai dit, on ne va pas faire quelque chose qui est en rupture. Donc ça, c'est quelque chose qui me semble important à dire aux équipes. On a fait évoluer et on est obligé de faire évoluer la notion de projet et à la fois avec les épreuves. Effectivement, là, les programmes ont changé évidemment, étaient en lien étroit à la fois avec les programmes et à la fois avec les épreuves. Effectivement, là, les programmes ont changé, l'épreuve aussi a changé, donc il fallait faire évaluer le projet. On voudrait que ces repères soient simplement un signe d'ouverture et de flexibilité et soient pas modélisants. Je sais que c'est toujours facile de le dire, parce que pourquoi? Parce que le terrain, il attend des choses extrêmement précises.
Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Est-ce que j'ai le droit de faire ci? Est-ce que l'élève aura le droit de faire un projet sur ça, sur ci, etc. Et d'une certaine manière, finalement, même avec la certification, pour le coup très ouverte, qu'on a derrière, ça nous enlève un peu cette pression normative qu'il y avait derrière les formes de projets qui devaient correspondre aux soutenances attendues et aux formes d'épreuves qu'il y avait de soutenance de projet. Là, on a un grand oral qui est sur une forme effectivement très transversale, donc pour le coup, qui met moins de pression dans la formalisation précise de tel ou tel projet. Pour autant, on va caractériser les projets dans ces repères. Mais je crois que sur l'aspect modélisation, effectivement, faut y aller très, très, très doucement dessus. J'allais presque dire en plus, de manière inhérente aux sciences de gestion, les, les projets liés à des organisations, par définition, ne peuvent pas être normés parce que les organisations elles-mêmes, et c'est toute leur richesse, ont une telle complexité qu'il est très difficile de dire que l'on veut telle organisation, de tel effectif, de tel ancrage, de tel secteur, etc., etc., etc. Donc là-dessus, on n'a pas intérêt, à mon avis, à prendre ces repères comme des choses extrêmement modélisantes, mais plutôt comme c'est ce que j'ai mis à la fin ici, comme un cadre général pour penser le projet de gestion. Alors, on est un petit peu différent en termes de notion d'un cahier des charges, parce qu'un cahier des charges, c'est quand même assez restrictif. C'est emprunté en plus la plupart du temps à la voie industrielle, mais pas simplement. Hein, mais en tout cas, c'est des normes un petit peu attendues qui sont un peu restrictives, donc on n'a pas parlé de cahier des charges du projet en tant que tel. Dernier élément, bien évidemment, ça doit être cohérent avec les ambitions du programme et ceux qui ont suivi euh, les réunions web concernant les programmes de droit, économie et de management, sciences de gestion et numérique vont y retrouver de fortes résonances avec effectivement ce qu'on va dire. Cohérent avec nos ambitions formatives qui ont toujours été les nôtres d'ailleurs, qui vont être reprises. Et puis bien sûr, cohérent avec les ambitions certificatives dont j'ai parlé à travers le grand oral. Premier grand type d'objectif, ce sont d'abord les projets portent des objectifs didactiques. Nous, on pense qu'effectivement, mais vous aussi sans doute, et vous le savez avant, que les projets, c'est vraiment l'occasion pour nos élèves d'apprendre, de comprendre et d'agir face à des réalités organisationnelles très complexes. Donc, c'est quelque part pour eux l'occasion de pouvoir appréhender une réalité organisationnelle, de la comprendre dans sa globalité, à la fois son environnement, sa culture, ses valeurs, ses finalités, ses stratégies, son mode de fonctionnement, les pratiques managériales, les acteurs, le système d'information, bref, autant d'aspects qui montrent la globalité et la richesse même d'une organisation. Et l'intérêt du projet, c'est que l'élève, il va pouvoir aller explorer, alors peut-être pas toutes, mais peut-être l'une ou l'autre, parce que ça lui plaira, parce qu'il sera attiré par tel ou tel aspect, pardon. Et donc, on a une espèce de compréhension globale de l'organisation à travers le projet. Et c'est vrai que ça demande une posture particulière de nos élèves par rapport aux organisations. Et souvent, on a été interrogé, est-ce qu'il est dedans l'organisation? Est-ce qu'il est en dehors? Ça, c'est une question qui nous a préoccupés dans l'élaboration de ces repères. Je crois qu'on ne peut pas dire qu'il est complètement immergé dans l'organisation en tant que telle, parce que là, on est ceux qui sont immergés dans les organisations, par définition, ce sont les personnels de l'organisation, ce sont les professionnels. Et quelqu'un qui est immergé dans une organisation, ça veut dire que dans son acte de travail, il supporte toutes les tensions du travail et de l'organisation. C'est pas le cas. Nos élèves ne vont pas être cette fois-ci impliqués comme on peut l'être dans l'enseignement professionnel et autres dans un univers de travail. Pour autant, ils ne sont pas extérieurs non plus, parce qu'on ne demande pas de faire une étude résolument documentée, comme si je regardais de loin, observateur de loin, de l'organisation. On est bien dans un entre-deux, et c'est ça qui nous intéresse ici, c'est que là, pour le coup, on demande à nos élèves à la fois d'aborder une organisation et d'essayer de passer un peu de l'autre côté. Pardonnez-moi l'expression, mais c'est une ambition qu'on a sur le programme, c'est que des élèves de STMG, ils pourraient considérer les organisations de point de vue
journalistique, comme on lit tous les uns les autres, le sens commun, dans les revues, dans la presse, comme on en entend parler sur les médias, sans se poser la question de dire mais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, qu'est-ce qui justifie telle ou telle décision et telle ou telle chose. Ce qu'on propose en tout cas en STMG, c'est de les équiper avec des concepts, avec des notions, avec des expériences, on a parlé de monographie et autres, on les équipe pour qu'ils franchissent le pas et qu'ils aillent voir un peu plus loin ce qui relève de l'intérieur même de l'organisation et comment sont générées ces décisions, comment sont traitées ces tensions organisationnelles. Donc, on leur demande de passer un peu de l'autre côté du miroir pour devenir effectivement on va dire commencer à être des experts des organisations au sens où ils touchent la complexité de l'intérieur. Et en même temps, on ne leur demande pas de non plus complètement adhérer à l'organisation. Il faut qu'ils en gardent la distance, le sens critique par rapport à ça, qu'ils puissent envisager peut-être d'autres modalités qui n'ont pas été appliquées par telle ou telle organisation, mais qui seraient possibles, donc faire aussi de la simulation et des tests d'hypothèses, etc. Peut-être que, mais c'est vraiment très très raccourci de le dire, ils seraient peut-être un peu dans la position du consulting, un petit peu, c'est-à-dire que on est quand même dans l'organisation, on essaie de comprendre ce qui se passe à l'intérieur. On va peut-être aller d'ailleurs interviewer des acteurs de l'organisation, on va peut-être mener des questionnements, des enquêtes, on va peut-être avoir accès peut-être à des documents qui vont être intéressants pour éclairer tout ça. Et pour autant, on n'est pas non plus impliqué comme on pourrait l'être effectivement si on était un professionnel dans l'organisation. Donc ici, effectivement, ce qu'on demande d'un point de vue didactique, c'est important ici, c'est qu'ils apprennent d'eux et pas à l'organisation. Et il ne faut pas oublier que le projet, c'est un espace pour être confronté aux notions et aux concepts aussi. Il y a de l'apprentissage derrière. On a terminé avec, c'est pas forcément les projets, mais enfin, il y avait toute une phase un peu de notre section, de nos séries technologiques tertiaires, où les élèves faisaient pour faire. Ils étaient en activité totale, mais il n'y avait pas de raccord, je veux dire, avec des concepts forts qui pouvaient concerner les sciences de gestion ou de management. Là, les projets sont des supports, sont des espaces privilégiés pour permettre une entrée et pour permettre une appropriation aussi des concepts organisationnels et managériaux. Et il ne faut pas l'oublier parce que on risquerait de faire du projet pour du projet, de l'activité pour de l'activité. Et ça n'est pas le cas, ça n'est plus le cas d'ailleurs depuis la récente réforme STMG, où on avait déjà fait ce cheminement-là. Donc ici, ce qui est intéressant, c'est qu'il soit exposé, alors bien sûr à une organisation, mais peut-être mieux encore à une situation organisationnelle. Ça veut dire qu'on n'est pas sur une organisation en tant que telle, Apple en tant que telle, on est Apple qui est dans une situation organisationnelle particulière, qui peut-être se pose une question de stratégie marketing à un moment donné, ou un vrai problème de RH derrière, ou vraiment doit faire preuve, trouver des financements complémentaires, des tas de choses comme ça, investir dans l'international et autres. On est plutôt sur des situations organisationnelles et donc à la situation organisationnelle est souvent associé, on le verra un peu plus tard, les problèmes de gestion. Donc ici, ce qui est intéressant, c'est d'avoir l'organisation, d'avoir une situation organisationnelle et puis rien n'interdit, voire même conseillé dans un projet que même si l'élève est dans une organisation, fait face à une situation organisationnelle, eh bien, il puisse se poser la question de comparaison avec d'autres organisations, c'est-à-dire de sortir peut-être de la situation spécifique pour regarder un peu les comparaisons, pour peut-être se demander ce que je suis en train d'observer pour tel ou tel type d'organisation ou telle organisation de telle ou telle taille, est-ce que ça pourrait être étendu à une autre forme d'organisation et autres. Rien n'interdit dans le projet de tirer quelques ficelles qui vont un peu vers cet aller-retour qu'il y a entre la situation spécifique qui est donnée et d'autres situations comparables ou d'autres situations auxquelles on voudrait un peu généraliser. Dernier point, eh bien, d'un point de vue didactique, eh bien, on reste extrêmement cohérent avec ce que l'on a dit précédemment lors de la réunion web sur le management. C'est le triangle didactique qu'on a essayé d'installer, qui correspond aux apprentissages que l'on a en particulier à travers les programmes de management, sciences de gestion et numérique. Un, ancrage dans le réel. Deux, exposé à des tensions, des dilemmes, des arbitrages et autres. Et trois, générateur de questionnements
permanent, voire d'itinéraire de questionnement. Et donc, on l'a rappelé ici, le projet de gestion, c'est vu comme une autre modalité pour tracer un itinéraire de questionnement au sein des programmes. Et donc, on reste dans cette logique. Je rappelle que l'autre modalité qui a été développée la dernière fois, c'est celle, par exemple, les monographies, qui est une modalité qui est prise en charge par les enseignants, où là, ils vont proposer aux élèves des itinéraires de questionnement qui peuvent les faire rencontrer telle ou telle notion. Là, l'itinéraire, il est presque construit par l'élève, bien sûr accompagné de l'enseignant, et c'est lui-même qui va tracer cet itinéraire de questionnement pour essayer de traiter donc le projet. Alors la question de l'agir est toujours très importante chez nous parce que on est historiquement, on est une série où la mise en activité des élèves est très importante. Et là, on ne change pas. Le projet, c'est effectivement fondé sur une mise en activité, en tout cas un rapport à l'action. Première entrée sur l'agir qui est dans nos repères, c'est que d'abord l'élève, ce qu'il va falloir qu'il fasse dans les organisations, c'est qu'il se questionne sur les modes d'action autour dans ces organisations. Il va choisir des focales spécifiques, observer et analyser des modes d'action bien précis, des décisions opérationnelles, leurs effets pour traiter tel ou tel problème de gestion considéré. Il est clair que de ce point de vue-là, les enseignements spécifiques fournissent à la fois le lexique, les concepts, les démarches qui peuvent être propres à cette focale, et ils étayent l'élève dans leur approche de ces modes d'action au sein des organisations. Donc, l'agir est d'abord une appréhension de ces modes d'action. L'autre point de agir, c'est que d'abord, il va être dans une posture d'observateur actif. Il va falloir qu'il définisse une démarche d'observation et d'analyse. Il va falloir qu'il choisisse des phases, des étapes, qu'il formalise ces démarches et cette démarche par des enquêtes, par de la recherche documentaire, etc., etc. Et puis, il aura même aussi à produire des outils qui vont l'aider dans ces analyses, des outils de découverte, d'observation, d'analyse, de simulation, de test, voire des outils de synthèse. Il peut construire ses propres indicateurs et autres, parce que ça va servir effectivement son analyse et sa problématisation qu'il avait choisie. Donc on voit ici que l'agir n'est pas un agir où on produit quelque chose absolument à la fin et qui résumerait le projet. Ça n'est pas un agir non plus professionnel où effectivement quand on travaille, dans les situations de travail qu'on a, on a des productions à faire sans arrêt, je veux dire dans tel ou tel métier, on lui demande pas de faire de la production qui va être soumise à un hiérarchique ou etc. etc. D'accord? Mais on lui demande de créer des objets qui vont permettre de l'analyse. Et donc, on voit que l'agir ici, d'abord, c'est pas un agir professionnel, ça c'est important, mais qui en même temps n'est pas détaché de l'organisation. C'est un agir qui reste connecté à l'organisation. Alors, l'objectif, deuxième série d'objectifs, c'est les objectifs pédagogiques. Ça, c'est sans doute le plus connu et le plus partagé, en tout cas entre nous. On pense qu'effectivement, la démarche de projet, et il y a peu de terminologie à faire un peu derrière, mais la démarche de projet est d'abord une démarche pédagogique. C'est une démarche pour aider les apprentissages des élèves. Il nous semble qu'il faut faire un peu une distinction avec ce qu'on appelait la gestion de projet, qui, vous le savez, est un processus, est une démarche d'entreprise, est une démarche d'organisation qui est enseignée, qui est extrêmement codée, voire normée, puisqu'on a des normes derrière, qui s'apprend et qui introduit toute une série d'étapes extrêmement cadrées et qui concernent les grands projets organisationnels tels qu'ils se développent concrètement dans les organisations. Nous, on reste bien dans la démarche de projet, c'est-à-dire on s'intéresse à l'aspect pédagogique que sous-tend la mise en œuvre des projets. Première chose qui caractérise quand même cette démarche, c'est la relation pédagogique très particulière qui est derrière le projet. L'enseignant, avec l'élève, il y a une posture d'accompagnement qui se met en place. Vous le savez bien, c'est un espace où l'élève doit avoir son autonomie, doit avoir de l'initiative, doit être effectivement exposé au travail de groupe, doit avoir des responsabilités dans l'autonomie, dans la gestion de son travail,
dans l'engagement qu'il a à rendre telle ou telle chose à tel moment à son groupe et à l'enseignant aussi. Donc, on voit bien ici que là, on a une relation pédagogique un petit peu décentrée par rapport à la relation frontale qu'on pourrait connaître en classe. L'autre point qui caractérise un petit peu la démarche de projet, c'est que d'abord, en général, les objectifs sont très explicites et explicités. Il y a souvent une phase d'inventaire de ressources disponibles, d'inventaire documentaire, par exemple, de quoi on dispose, qu'est-ce qu'il nous faudrait pour, etc. On a une démarche avec des étapes qui peut se caler, qui peut se mettre en évidence, qui peut se négocier entre l'enseignant et l'élève ou au sein d'un groupe d'élèves. Et on retrouve les aspects un peu de planification, de bilan intermédiaire, de points d'étape. Donc, et puis ensuite, avec la démarche de projet, en général, les enseignants ont aussi à prévoir, mais aussi les groupes d'élèves ont à prévoir leurs propres modalités de coordination et d'échange. C'est ce qui, grosso modo, hein, très trivialement, caractérise cette démarche pédagogique de projet. Alors c'est sûr que du point de vue des enseignants, ça implique des pratiques particulières. Euh, Souvent, il faut qu'ils incluent dans leurs apprentissages et dans l'élaboration du projet cette notion de progressivité. Tout ne va pas être fait en un temps record, ainsi de suite. Et puis, il faut aussi qu'ils aient la vigilance dans le suivi, dans l'évaluation, dans la traçabilité aussi des choses. Donc, c'est une autre démarche, ça demande d'autres pratiques euh, qui nous semblent extrêmement intéressantes, mais auxquelles la plupart de nos enseignants de STMG sont déjà au-dessus. Hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Alors, c'est vrai qu'encore une fois, on ne voudrait pas que le projet se focalise sur une production unique, on va dire une forme de chef-d'œuvre qui viendrait clore le projet. Par exemple, j'ai un tableau d'indicateurs sociaux ou un plan de formation complètement finalisé qui vient clore le projet et c'était l'aboutissement de nos projets par une production. Nous, ce qui nous intéresse, c'est plus comment a été traité un problème de gestion, quelles sont les questions qu'on s'est posées, comment l'élève a pu traiter ces questions, a pu les étayer, a pu peut-être trouver ou pas des solutions qui seraient intéressantes à défendre, voire peut-être créatives par certains côtés. Mais c'est cela qui est important. On n'attend pas l'objet à montrer à la fin du projet. Et peut-être que là, il y a une petite différence, un petit peu quand même, avec les approches qu'on pouvait peut-être avoir sur le projet. Donc le projet de gestion au cœur d'un écosystème pédagogique, parce qu'il y a à la fois des outils, il y a à la fois des démarches, il y a des acteurs, il y a du collectif qui est derrière, et puis il y aura aussi l'environnement établissement et l'environnement numérique et technologique qui seront là pour créer cette relation pédagogique particulière qu'est le projet. Objectifs éducatifs, j'aurais presque dû commencer par là. Ce sont ceux qu'on attache d'abord, qui sont liés à la voie technologique en général. C'est apprendre par la mise en activité et la confrontation réelle, et ça c'est valable pour tous les élèves, j'allais dire de la voie technologique, et de plus en plus, à mon avis, d'autres élèves. On voit bien que les mises en activité, la confrontation au réel, c'est une entrée sur les notions et sur les concepts qui est essentielle. Pas simplement même pour des élèves fragiles, parce que souvent on disait que ça c'était parce qu'on accueillait des élèves fragiles. Évidemment que pour eux c'est quelque chose d'important, mais aussi je crois que pour tout type d'élèves, à un moment donné, aussi voilà, des profils qui n'aient pas de problème scolaire et autres, ils vont être sans arrêt exposés à ce rapport au réel et ce rapport au concept. Deuxième point qui nous semble important, c'est effectivement que le projet, c'est un espace de socialisation. Pourquoi? Parce qu'on dit qu'effectivement les projets ont une dimension résolument collective, et c'est pas une dimension collective pour faire du collectif. Il y a des objets, il y a des étapes à respecter, il y a des responsabilités qui sont réparties entre les élèves, et tout ça, ça crée de la socialisation. Troisième point, c'est l'objectif éducatif fondamental sur STMG, c'est de faire de nos élèves des citoyens éclairés des organisations sur les organisations, et qu'il n'en reste pas au sens commun que l'on peut avoir sur telle ou telle organisation, mais qu'ils sachent effectivement se dire qu'il y a des choses de l'autre côté du miroir et qu'ils aient les clés pour aller interroger, pour aller défendre des visions, des représentations qu'ils ont des organisations. Le dernier point, alors là, qui est peut-être un peu trop, pourquoi pas, il faut le dire quand même, pas surdimensionné, mais
ils sont en STMG en train de construire une maturité intellectuelle. C'est une manière de penser, c'est une manière d'être confronté au concept, c'est une manière d'interroger, de questionner en permanence. Ça, c'est l'intellectuel et opérationnel aussi. Et c'est ça qui est intéressant dans nos sections et en STMG en particulier, et dans le projet évidemment, c'est de pouvoir exposer sa pensée à la réalité. C'est même le propre d'ailleurs des sciences de gestion. Vous savez, elles se caractérisent par le fait que non seulement il faut qu'elles fabriquent des savoirs, des concepts, mais qu'en même temps, il faut que ces savoirs soient validés dans la réalité des organisations. Et donc ça, c'est quelque chose de très, très caractéristique, en tout cas de STMG. Donc on le sait, le projet de gestion va participer à travers tout ça d'un point de vue éducatif à un projet d'orientation. On le sait, à travers le projet de gestion, on va pouvoir approfondir, on le verra tout à l'heure, mais à travers l'immersion dans des enseignements spécifiques, eh bien c'est quelque chose qui est de nature à nourrir un petit peu l'appétence pour telle ou telle spécialité, enseignement spécifique, pardon. Et puis c'est aussi fondamentalement une professionnalisation réussie, qu'elle soit à court terme ou à très long terme. Hein. Même quand on nous parle de poursuite d'études, on sait très bien que la poursuite d'études, au bout du compte, on est vers la professionnalisation. Et c'est important d'avoir toujours la dimension intellectuelle et la dimension opérationnelle, la dimension concrète, pour réussir à la fois ses études et aussi sa professionnalisation et ses projets d'orientation. Donc ça, ce sont des choses qui nous semblent très très importantes en termes d'objectifs éducatifs. Et puis enfin, dernière chose, ce sont les objectifs certificatifs. Je vais aller vite parce qu'on va peut-être y revenir, mais je ne vais pas vous dire grand-chose quand même sur le grand oral. Hein, on est un peu lié par le calendrier qu'on a un peu ici, mais enfin, vous avez vu qu'il y avait des liens avec l'épreuve de l'oral terminal. Vous avez vu aussi que dans la note de synthèse qui a circulé, on ne parlait pas de projet, mais on a parlé d'études approfondies. Alors l'explication est très triviale, c'est que dans la même note de synthèse, il fallait aborder le projet personnel d'orientation, qui est la troisième phase de l'épreuve de l'oral terminal. Et bon, la DGESCO n'a pas voulu qu'il y ait une ambiguïté sur le mot de projet. Elle a gardé projet personnel d'orientation, donc elle ne savait plus trop comment appeler cette chose-là qui était projet technologique. Donc on a parlé d'études approfondies, mais il n'y a pas d'ambiguïté derrière. C'est bien le projet, notre projet de gestion dont il est question. Ensuite, vous le savez, le projet de gestion, en tout cas dans l'optique que l'on a et dans l'optique que l'on défend, pas tout seul encore une fois, mais avec les autres spécialités technologiques, le projet de gestion, il alimente formellement les deux questions du grand oral, ainsi que le projet personnel d'orientation, il ne faut pas l'oublier. Hein. Donc c'est vraiment un espace très particulier qui va vraiment nourrir cette épreuve du grand oral, au moins sur deux niveaux. Au grand oral, qu'est-ce qu'il aura à faire l'élève? Alors, on ne va pas préjuger de ce qui va se passer et de ce qu'on va travailler pendant le séminaire qui va se présenter sur le grand oral et qui démarre lundi. On peut penser qu'effectivement, un des objectifs quand même à la fois de la présentation personnelle de l'élève, la présentation seule, de l'élève dans la première phase et dans les échanges avec le jury, c'est qu'en tout cas, globalement, l'élève puisse faire partager, puisse témoigner de son expérience organisationnelle, d'une organisation donnée, entre autres, ou d'un problème organisationnel qui se pose peut-être à plusieurs organisations. Donc ça, c'est important et donc c'est important que pour être bon au grand oral, il faille être très impliqué effectivement dans son projet, en collectif ou en singulier, mais il faut être très très impliqué dedans pour pouvoir effectivement passer au grand oral, même si les codes du grand oral nous semblent un peu éloignés, nous semblent un peu différents sur l'oralité, des tas de choses comme ça. Mais n'empêche que la réalité même de l'interaction avec le jury, elle sera directement liée à l'implication de l'élève dans son projet. Et il ne s'agira pas, et là c'est peut-être la partie intéressante aussi du grand oral, c'est qu'il ne s'agira pas de faire une soutenance avec ensuite quelques questions sur le projet, un peu ce qu'on connaît. Ça va un peu plus loin puisqu'il va falloir créer une relation avec le jury un peu particulière où on va témoigner de quelque chose. Et donc ça c'est quelque chose qui me semble important. Alors, pardon. Enfin, pendant le projet, et même pendant les enseignements, rien n'interdit évidemment, c'est même des lieux privilégiés pour travailler des capacités qui vont être réinvesties directement dans le grand oral, l'oralité, l'argumentation, la problématisation,
avoir un point de vue qui soit construit et solide, l'expression aussi de connaissances, c'est quelque chose dont il a travaillé aussi derrière. Il y a peut-être aussi un caractère alors de vulgarisation au sens noble du terme, c'est-à-dire de mettre à portée de quelqu'un qui ne connaît pas l'organisation, qui ne connaît pas le projet, etc. Donc de mettre à portée en quelques mots, avec une relation, avec une expression, avec une oralité, donc de mettre à portée cette expérience organisationnelle auprès d'un néophyte, même si c'est un néophyte expert parce que c'est un professeur de sciences de gestion, mais quelque part de leur faire partager cette expérience organisationnelle, eh bien c'est aussi quelque chose que l'on peut travailler pendant l'accompagnement du projet. Alors effectivement, le projet de gestion, c'est un enjeu pour la classe de terminale. Alors les caractéristiques du projet de gestion, bon, je vais très vite parce qu'on en a listé toute une série. Encore une fois, c'est pas des normes, mais en fait, ça rappelle un petit peu les objectifs que je viens de donner. On a simplement listé ça en caractéristiques. Donc effectivement, ancré dans une organisation existante, qui, si possible, est inscrite effectivement dans un environnement économique et juridique. On peut y aller voir des éléments stratégiques, managériaux, des systèmes de formation, le problème de gestion de la situation organisationnelle et le périmètre, par contre, des projets, c'est ce qu'on a indiqué ici dans le dernier item, c'est que selon nous, donc, il couvre les programmes des deux enseignements de spécialité. On n'a pas voulu d'entrer, s'inscrire dans des projets qui seraient sur l'un ou l'autre exclusivement des enseignements de spécialité. On pense que le droit économique a une importance fondamentale dans les projets, non seulement parce que les organisations sont dans des environnements économiques et juridiques, mais peut-être aussi que parce que les points de départ des problèmes de gestion peuvent être des points juridiques ou des modifications de l'environnement juridique, des modifications de l'environnement économique. Donc, tout ça va être très, très articulé. Et puis, bien sûr, l'enseignement de spécialité, management, sciences de gestion et numérique, d'autre part. Autre caractéristique, c'est que dans le projet, et le traitement du problème de gestion qui est donné ici, dans notre projet de gestion, l'élève va être conduit à mobiliser des techniques, des démarches, des outils, encore une fois, qui sont liés à l'enseignement spécifique de terminale. Hein, on aura un étayage extrêmement fort qui va être donné ici. Puis, il y a bien sûr des capacités et des démarches plus spécifiques à STMG en transversal que vous connaissez, qui n'ont pas radicalement changé. On l'a déjà dit, en STMG, on accorde beaucoup d'importance aux capacités à rechercher de l'information, à établir des veilles informationnelles, à avoir à faire de l'investigation, de la simulation, de l'optimisation, de l'enquête, etc., etc. Et on garde effectivement ces axes-là. Dernier point, enfin pas dernier point, mais en tout cas une caractéristique qui reprend les aspects didactiques dont on a parlé tout à l'heure, c'est bien que le projet de gestion fasse toucher du doigt l'élève les tensions organisationnelles que révèle ce problème de gestion, qui puisse questionner les choix qui ont été opérés, les conséquences, qui puisse formuler des hypothèses, qui puisse collecter des données complémentaires, qui puisse aussi conduire des raisonnements et puis produire de la conclusion argumentée, défendue, etc., etc. Donc tout ça, c'est l'aspect un peu didactique qui nous intéresse effectivement derrière ces caractéristiques. Production concrète, oui, c'est concret d'essayer de simuler un tableau de bord, c'est concret d'essayer de rassembler sur un plan de formation différents fournisseurs de prestataires de formation et puis de les comparer entre eux. Donc on est sur des productions concrètes hein, qui tendent à se dire comment est-ce qu'on peut résoudre, comment est-ce qu'il serait possible peut-être de résoudre ce problème de gestion, qu'a fait l'organisation, qu'est-ce qu'elle aurait pu faire, etc. etc. Bien sûr, caractéristiques collectives du projet, c'est pas simplement de l'échange collaboratif, parce qu'il faut se méfier de ça. Et d'ailleurs, les élèves sont plutôt assez forts là-dessus. On les met en groupe et en fin de compte, ils travaillent en étant connectés, mais finalement, ils travaillent chacun de leur côté. Et c'est bien la différence qu'il y a entre le collaboratif et le coopératif. Il faut qu'il y ait une coopération et puis qu'il y ait du débat aussi entre eux. Ne l'oublions pas, et on a aussi le grand oral, bien sûr, en ligne de mire, mais il n'y a pas que le grand oral. Pour le grand oral, c'est important. Il faut qu'il y ait du débat entre eux, de l'argumentation entre eux sur telle ou telle optique, sur tel ou tel choix qui a été fait. Donc ici,
il y a une possibilité, mais là, ça dépendra des configurations effectivement de classe. On pense que, vous savez, dans les entreprises, quand il y a des projets, on associe des compétences différentes et rien n'interdit d'associer des projets de gestion autour des projets de gestion, associer des élèves, si c'est possible, encore une fois, dans les contextes, des gens qui ont choisi des enseignements spécifiques différents, parce qu'au contraire, c'est ça qui va permettre de croiser un peu les expertises sur telle ou telle chose. N'oublions pas qu'aussi collectif peut être le projet, et c'est tout le sens du collectif, on doit aussi ramener l'élève à sa singularité. Il doit être en mesure de prendre compte de ses appréciations personnelles. Et ça, c'est vraiment, et ça, c'est vraiment intégré à, je veux dire, à l'aspect cognitif qu'on a derrière les projets, c'est faire ces allers-retours permanents entre du collectif et sa singularité. C'est comme ça que les connaissances s'acquièrent. On ne va pas faire du Vygotsky ici, mais on sait très bien que c'est entre le collectif, entre le pluriel et le singulier que les choses se passent et dans la construction des connaissances. Donc, petite précaution ici, mais qu'on avait déjà rappelé sur les programmes de première, mais aussi de terminale, faisons un petit peu attention à la problématique d'entrepreneuriat axée sur la création d'une organisation. Pourquoi Éric Pezel avait déjà rappelé, c'est un contexte qui est spécifique, qui est trop proto-organisationnel. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu le temps encore de mesurer vraiment toute la complexité managériale, toutes les tensions, les débats, les arbitrages effectivement qu'on peut avoir, parce qu'ils sont entièrement tournés vers la création de l'organisation en tant que telle, et peut-être que les choses sont un peu restreintes de ce côté-là. Donc on met un petit peu en garde sur des projets qui seraient uniquement des projets de création d'une start-up et autres. C'est très intéressant évidemment, on ne peut pas le nier, mais pour le coup par rapport au concept, par rapport au programme, par rapport à tout ce qu'on a, ça sera peut-être un peu limité paradoxalement pour l'appréhension effectivement de nos programmes. Dernière chose que je note ici, il ne faut pas l'oublier, rien n'interdit que l'étude de gestion qui a été réalisée en première et qui a été présentée lors de contrôle continu pour être présentée, fasse également l'objet et soit prolongée en tant que projet de gestion. Donc voilà, pour un premier aspect un peu des repères concernant le projet. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'on fait les questions, est-ce qu'on ne fait pas les questions? Ce qu'on a voulu faire pour la suite, en tout cas, c'est d'illustrer, mais simplement illustrer, et mes collègues donc, vont venir vous les présenter, un peu tous ces repères à travers, encore une fois, ce ne sont pas des projets, ils ne sont pas aboutis, c'est simplement des occasions, des illustrations sommaires, en quelques mots, qui vont être donnés ici, mais qui pourraient être exploités, sur lesquels on pourra aller plus loin, avec quelques contextes qui sont donnés. Donc c'est de l'illustration et ce ne sont pas des projets zéro, comme on pourrait le dire. Voilà. Donc ensuite, bon ben voilà, il y a peut-être ça, j'aime bien cette phrase de Jules Renard, le projet le brouillon d'avenir. Si possible, effectivement, on pourrait considérer ces projets comme un espace, une expérience à faire vivre à nos élèves de STMG, dont ils se rappelleront pour la plupart, comme nous on s'est rappelé de certaines choses que l'on a faites et dans lesquelles on était très impliqués avec des formes pédagogiques modernes et autres, eh bien ça serait effectivement un avenir professionnel, un avenir intellectuel qui sera derrière, donc on n'a plus qu'à espérer ensemble que le projet soit le brouillon de l'avenir, non seulement peut-être des élèves, mais aussi de l'avenir de STMG.